évidemment, bienvenue dans cette grande émission dédiée au bicentenaire de la mort de Napoléon. C'était aujourd'hui, il y a exactement 200 ans, à 17h49, Napoléon nous a quittés. On a beaucoup travaillé, on s'est inspiré de ses travaux. Il est à l'origine journaliste à Nord Littoral, plutôt spécialiste dans le sport, ce qui va faire un point commun, je pense, avec notre deuxième invité exceptionnel. Je pense que c'est quelque chose qui peut éventuellement vous rassembler. Passionné d'histoire, il en a fait évidemment une passion, mais également il est devenu écrivain. Et on lui doit un premier livre, peut-être qui est ici avec nous, le premier livre réservé au général Bertrand. Et on s'est inspiré d'un livre d'exception. C'est ce livre, L'empreinte de l'aigle. L'aigle, on parle évidemment de Napoléon, sur les Hauts-de-France. Ce livre que j'ai ici, qu'on peut retrouver, L'empreinte de l'aigle sur les Hauts-de-France. Hervé Deguine est parmi nous. Bonjour Hervé, merci. Bonjour Fabien. Merci bien. Et bonjour Laurent. Alors on s'est beaucoup inspiré de ce moment. Il y a à côté de moi, vous l'avez vu également, vous l'avez reconnu, celui qui aime évidemment raconter les histoires et se prend jamais pour un historien. J'ai vu ça à chaque fois en baseline. On dit non, j'aime pas qu'on dise que je sois un historien. Par contre, j'adore. Enfin, moi, ça me dérange pas qu'on dise que je sois historien. Hein. C'est plutôt d'autres que ça gêne. C'est vrai. Voilà, maintenant, je préfère qu'on dise que je suis passionné d'histoire. Ça permet de désamorcer toutes les querelles et toutes les ambiguïtés. J'ai pas de formation d'universitaire, je suis juste un passionné, mais les universitaires le sont aussi énormément, donc c'est ce qui nous rejoint. On est des passionnés, tous des passionnés. Alors on le voit à quel point avec passion, puis avec le talent qu'il a nous raconter cette histoire. C'est pas faux, c'est pas faux. Et ça, c'est un vrai plaisir de l'avoir avec nous sur le plateau de cette édition spéciale Napoléon, l'empreinte sur les Hauts-de-France. De Boulogne-sur-Mer, nous sommes à Saint-Léonard. Nous allons rejoindre Margot avec les équipes de WEO, notre partenaire média, et accompagné à la caméra et au cadrage avec Olivier. Et nous sommes au QG de Napoléon pendant le camp de Boulogne, au château de Pont-de-Brique. Bonjour Margot. Bonjour à tous. Alors vous l'avez dit, hein, effectivement, je suis juste devant ce beau château du Pont-de-Brique, donc c'est tout près de Boulogne, à Saint-Léonard. Alors ici, c'était le camp de Boulogne. Ça s'est passé de 1803 à 1805. C'est ici que Napoléon avait assemblé la grande armée en vue d'un débarquement en Grande-Bretagne. Et puis, pour parler un petit peu de ce lieu magnifique et chargé d'histoire, eh ben, je m'en vais rejoindre là, juste à côté, Daniel Vasseur, délégué au Centre d'études napoléoniennes. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Merci d'être avec nous pour nous présenter ce beau lieu chargé d'histoire. Alors le centre d'études napoléoniennes, avant c'était la société de sauvegarde du château. Ça a été créé en 1966. À l'époque, le château est menacé de destruction par une rocade. Racontez-nous un petit peu. Tout à fait. Lorsque M. Fernand Beaucourt a appris la destruction du château de Pont-de-Brique, il a créé l'association de sauvegarde du château de Pont-de-Brique en 1966 et il a mobilisé énormément de monde pour pouvoir sauver ce monument. Il a fait venir aussi pas mal d'historiens à cette époque-là, donc le prince Murat aussi, qui est venu ici pour le soutenir, quoi. Et depuis cette époque-là, M. Beaucourt a fait pas mal de recherches justement pour expliquer aux gens pour quelles raisons il fallait sauver ce château. Alors justement, c'était une évidence, on pouvait pas le laisser être détruit, c'était pas possible, pas envisageable. Non, tout à fait. Il faut savoir qu'il y a eu à peu près 1200 décrets qui ont été réalisés dans ce château, plus de 300 courriers qui ont été faits par l'empereur, quoi. Il y a aussi 8 conseils des ministres qui ont été réalisés ça pendant plus de 100 jours, parce que c'est un dernier lieu où Napoléon a vécu, c'est ici. Du fait que Saint-Cloud et les Tuileries n'existant plus, c'est vraiment un lieu historique et qu'il fallait protéger et conserver, quoi. Alors comment était organisé ce camp de Boulogne ici ? C'était le camp de Boulogne. Au départ, c'était le camp de Saint-Omer. Et après, c'est venu le camp de Boulogne parce que c'était par rapport à la construction, le bassin Napoléon qui a été créé. Il y a beaucoup d'événements qui ont été créés justement pendant le camp de Boulogne. Et une grosse partie a été réalisée justement par les décrets qui étaient au château de Pont-de-Brique. Alors qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui le château ? Est-ce qu'on peut le visiter ? Est-ce qu'il y a des gens qui y vivent ? Oui, il y a une partie qui a été faite en appartement, en location et aussi en achat. Et l'autre partie a été rachetée par la CAB, la communauté d'agglomération du Boulonnais. Et nous l'ouvrons une fois par an au public pendant les journées du patrimoine. Nous y organisons bien sûr une exposition qui a rapport au camp de Boulogne. Et ça nous permet aussi aux gens de visiter un peu ce beau château, quoi. Oui, parce que votre rôle aujourd'hui, c'est de continuer à le mettre en valeur. Ça passe par quoi ? Ça passe par des visites, des expositions régulièrement ? Exposition simplement pendant les journées du patrimoine.
Le restant du temps, non, malheureusement, il est fermé, quoi. Alors, vous me disiez que c'était l'un des endroits en France où Napoléon avait vécu le plus longtemps sur la fin de sa vie, 100 jours, c'est ça? Oui, plus de 100 jours. Plus de 100 jours. Il a vécu ici plus de 100 jours, oui. Alors, vous aviez quelques anecdotes sur Napoléon, et notamment que c'était un frileux ici. Oui, tout à fait. Il faut savoir que lorsque Napoléon se déplaçait aussi bien en été qu'en hiver, les cheminées fonctionnaient 24 heures sur 24. Parce que, bon, il est d'origine corse, il était assez frileux. Oui, effectivement. Oui. Alors là, on le voit de l'extérieur, il est magnifique. Comment c'est à l'intérieur? Expliquez-nous un petit peu, on ira le voir tout à l'heure. Ouais, bah, écoutez, à l'intérieur, malheureusement, c'est vide. Il y a le plancher à l'étage qui est un peu vermoulu. Et justement, on ne peut pas faire visiter correctement au niveau du public. Et on nous interdit justement l'accès au premier étage, malheureusement. Alors avec la crise sanitaire, comment ça se passe? On peut quand même continuer à le voir en ce moment? Non, malheureusement, non. En 2020, on ne nous a pas donné l'autorisation justement de faire visiter les appartements d'emploi. Voilà, en tout cas, on refera tout à l'heure une petite visite pour vous de l'intérieur du château et on vous montrera notamment le salon, c'est ça? Et à côté du salon, qu'est-ce qui se trouve déjà? Le cabinet de travail de l'empereur. Voilà, le cabinet de travail et puis peut-être même la salle de bain. En tout cas, on vous fera découvrir tout ça dans quelques instants. Avec nous, Margot, puisqu'on a la chance d'avoir nos invités Hervé de Guigné, Laurent Deutsch qui sont avec nous et qui découvrent en même temps. Est-ce que vous avez déjà eu, Laurent, l'occasion d'aller au château de Pont-de-Brique ou pas? Oui, j'y suis déjà allé parce que comme on l'a rappelé là dans le duplex, c'est vrai que c'est un des endroits qui a été le plus fréquenté par Napoléon. D'ailleurs, on a derrière le palais impérial de Compiègne, mais je parle sous le contrôle d'Hervé. Je crois que Napoléon a été plus souvent à Pont-de-Brique qu'à Compiègne. Ah, voilà. Et de Vous avez loin. vu Hervé réagir également? Il y a passé à Compiègne, il y a passé moins de 2 mois, quoi. C'était Même pas. Même pas, voilà. C'était pour accueillir Marie-Louise et ensuite C'est pour. une histoire de journée même, hein, on peut dire. Hein. Alors que Pont-de-Brique, c'est vraiment un lieu qui a connu la présence de Napoléon. Et juste, moi, je m'étais intéressé à l'époque où j'avais été à Pont-de-Brique à son emplacement, c'est-à-dire qu'il est situé un peu en retrait du camp de Boulogne pour permettre à Napoléon de pouvoir s'y rendre plus facilement parce qu'il est sur la Nationale 1. Donc on est à 24 heures de Paris, on est proche de Paris, on est plus proche de Paris. Donc voilà pourquoi il s'est installé ici, à côté de la Nationale. D'ailleurs, malheureusement, ce côté très facile d'accès a fallu porter préjudice puisqu'on a failli créer une rocade dessus dans les années 60. Et c'est parce qu'il était facile d'accès, il était près des routes et près du camp de Boulogne où Napoléon se rendait entre 1803 et 1805 quand il voulait conquérir l'Angleterre. Tout s'est arrêté en 1805 quand Napoléon s'est plutôt concentré sur son front territorial. Il a préparé la bataille d'Austerlitz, donc il a un peu abandonné le camp de Boulogne. Mais voilà, cet endroit qui est situé à Saint-Léonard, pour ceux qui ne connaissent pas trop la région, on est près d'Outreau, hein, on est au sud-ouest de Boulogne, parce qu'on est sur la route de Paris, sur la Nationale 1. Donc c'était plus commode que d'aller sur le littoral, là où il avait sa petite baraque près de la Tour d'Ordre à Boulogne-sur-Mer. Alors Margot l'a dit en direct, vous avez dit qu'il y avait beaucoup d'écrits qui sont issus du travail qui a été réalisé par Napoléon dans ce QG au château de Pont-de-Brique. Hervé, c'est un endroit incroyable, historique, puisqu'il y a un nombre de décisions qui ont été prises dans ce lieu qui aujourd'hui marque encore le patrimoine français. Comme l'a dit mon ami Daniel Vasseur, effectivement, ça a été un endroit très important. Les décrets, les lettres, les conseils des ministres, mais il faut savoir aussi les décisions qui ont été prises dans ce château de Pont-de-Brique, notamment l'appellation de la Grande Armée, c'est là que ça a été décidé, au château de Pont-de-Brique. Avant, c'était l'armée des côtes de l'océan. Autre appellation. Voilà. Ensuite, c'est là qu'a été décidé aussi la grande distribution des légions d'honneur, le 16 août 1804, ça a été décidé là également. Et puis, bien entendu, le départ de cette armée, d'une partie des troupes vers l'Allemagne, vers la campagne d'Allemagne, et qui aboutit à la glorieuse victoire d'Austerlitz. Voilà, merci. Et vous voulez ajouter quelque chose par rapport au nombre de jours? Vous n'étiez pas trop d'accord avec les 100 Non, jours? mais je comprends. On peut, simplement, c'est vrai que Daniel a tout à fait raison de dire qu'il y avait 100 jours, mais ce n'était pas pendant les 100 jours. Hein. On revient effectivement à la période 1803-1805. Alors, ce qu'on va essayer de faire, parce qu'évidemment, parmi celles et ceux qui nous suivent, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants, de collégiens qui ont une image un peu comme Peter Pan de l'histoire de Napoléon. Et c'est vrai qu'on va essayer de situer à chaque fois, dans l'histoire de l'épopée napoléonienne, où on se situe, évidemment, et je compte sur vous pour rappeler un petit peu la période, à quel moment on se situe quand on parle d'un événement. Et là, en l'occurrence, du camp de Boulogne. On va y revenir parce que c'est intéressant de savoir pourquoi on a choisi Boulogne. Oh ben, on a un petit peu de temps, on peut le dire. Pourquoi Napoléon il a choisi Boulogne, Hervé? Plusieurs raisons. La position géographique de Boulogne. Alors, tout le monde pouvait penser que Calais, c'est plus simple. Calais, c'est 35 km, Boulogne, c'est à peu près 60, pour atteindre les côtes Angleterre et les plages de débarquement, on peut les appeler comme ça. Donc c'est ça une première raison. Et les courants qui, paraît-il, étaient beaucoup plus favorables pour partir de Boulogne jusqu'à l'Angleterre. Bon, deuxième raison, les falaises.
Pourquoi? Parce que c'est un poste d'observation idéal pour la Grande Armée, notamment aussi pour Napoléon, bien entendu, qui avait sa paire de longue vue régulièrement. Ça, c'est aussi important. Puis aussi pour positionner des canons en vue d'une attaque éventuelle des Anglais, ce qui a eu lieu d'ailleurs, parce que même l'amiral Nelson a échoué dans sa tentative d'attaquer la flottille. Quand même, ça aussi, il est bon de le rappeler. Et puis aussi, quand je parle de position géographique, le port pour accueillir les centaines de bateaux. Donc il a fallu faire des travaux importants, d'élargissement des bassins, etc., ce qui a été fait pendant le camp de Boulogne, et l'élargissement de la rivière, la Liane. Donc voilà toutes les raisons qui ont fait que Napoléon avait choisi Boulogne. Et puis il y a une autre raison quand même, il se méfiait beaucoup de Calais. Calais qui est occupé, vous le savez comme moi, pendant 2 siècles, et il savait qu'à Calais, il y avait beaucoup d'espions anglais qui sillonnaient les rues. Oui, voilà. C'est sa fameuse phrase quand il va à Calais, « Suis-je bien dans une ville française ?» Absolument. Alors, je ne sais pas si on a encore Margot qui est au château de Pont-de-Brique, où on va retrouver dans un instant, on va repartir à Compiègne. Et si c'est le cas, on va saluer Margot, on va la retrouver tout à l'heure, parce qu'on va essayer d'aller voir un peu l'intérieur du château de Pont-de-Brique. Vous l'avez compris avec les commentaires de Hervé et de Landutch qui sont ici avec nous. Le lieu a une symbolique ô combien importante, et à quel point cette symbolique, ce lieu en lui-même a été en danger. Est-ce qu'il reste, Margot, est-ce qu'il reste encore des écrits, des traces, à part le monument lui-même, le château en lui-même? Est-ce qu'il reste encore à Saint-Léonard des traces de documents, d'actes qui ont été réalisés ou faits au sein du bâtiment, du château Pont-de-Brique à Saint-Léonard? Est-ce que peut-être ton invité est capable de répondre? Oui, Daniel, on me demande si au-delà du château, il reste des écrits ici à Saint-Léonard. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On peut même voir les écrits que justement le professeur Beaucourt a répertoriés dans trois tomes qui sont à la bibliothèque municipale de Boulogne. Oui, il y a encore des écrits, oui, tout à fait. Oui. Ça, tout est à retrouver à la bibliothèque? Oui, tout à fait. De toute façon, il y avait des décrets comme le calendrier grégorien qui a été écrit ici. Le décret a été passé ici. La création de la Grande Armée a été écrite ici aussi. Le drapeau modèle 1804 a été créé ici aussi. Alors oui, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées et créées au château de Pont-de-Brique, oui. Voilà, beaucoup de choses qui ont été créées et qu'on peut retrouver à la bibliothèque. Oui. Alors, évidemment, on va essayer d'aller voir l'intérieur, si les conditions techniques nous le permettent, et découvrir encore davantage ce patrimoine que nous avons sur notre côte, ô combien emblématique, de l'empreinte de Napoléon sur notre belle région. Pour resituer les gens dans l'histoire, là vraiment à Pont-de-Brique, on est au summum de sa gloire. On est vraiment dans l'expansion maximale. On est justement entre 1803 et 1805. C'est au moment où il va être sacré empereur. C'est 1804. Donc on est vraiment au moment où Napoléon il a toutes les planètes qui sont alignées à ce moment-là, quoi. Le Pont-de-Brique, ce château est le symbole d'un Napoléon qui est tout puissant et qui va aller encore ensuite tout arracher à Austerlitz. Tout s'est décidé là. C'est vraiment un endroit où il est en pleine ascension.